Ah ouais, allez, après 2 Ciné-France où j'ai parlé de films pas super joyeux, il est temps de parler d'une comédie. Ah, ça fait du bien, on va rigoler. En plus, la comédie d'aujourd'hui, Hollywood, elle est tellement bien. Ouais, bon allez, vous l'avez tous vu venir, hein. Et vous savez, le plus triste, c'est que j'ai hésité entre 4 films et que Hollywood, dont je vais parler aujourd'hui, est encore le moins pourri des 4. C'est assez effrayant. Et c'est con aussi parce que, sur scène, Florence Foresti avait des trucs marrants, et oserais-je dire qu'en son temps, même Jamel a fait 2-3 sketchs sympas. Mais au cinéma, c'est quand même assez variable, hein. Le premier film dans lequel Jamel a joué, c'était ce chef-d'œuvre. Alors, je l'ai vu, mais même si ce n'était pas le cas, je crois que l'affiche est un avertissement suffisant pour vous dire de fuir, et sinon, en plus de vous prévenir qu'il y a Ariel Dombal dedans, en voici un extrait avec un spermatozoïde qui a la tête de Smaïn. Oui, même prévenu, je sais que vos yeux saignent, désolé. Bon, après au ciné, il y a eu du bon et du moins bon pour Jamel. Il peut même se vanter d'avoir joué 2 années de rang dans 2 des plus gros succès français de tous les temps. Mais si Astérix Mission Cléopâtre est bien, c'est quand même pas mal malgré lui, hein. Bref, en cette année 2010, alors que le projet Hollywood est lancé, il y a du bon et du moins bon dans sa filmo. Mais surtout du moins bon. Florence Foresti, elle, après des débuts pas trop mal grâce à Dick Henneck, que je n'aime que modérément mais qui a des qualités tout de même, et qui a plu à pas mal de monde, enchaîne les films qui marchent mal, et pas seulement au niveau financier. On peut pas dire que les critiques professionnels comme les gens lambda aient plus aimé que ça. Du coup, elle va s'impliquer dans l'écriture d'Hollywood, ce qui sera une super bonne idée. Non! Enfin, pour être honnête, je ne sais pas jusqu'à quel point la blâmer, car ils seront 4 à l'écriture. Le film se passe en grande partie aux États-Unis et va véritablement y être tourné à Los Angeles, dans des lieux emblématiques, mais le staff fera aussi des repérages pour trouver des bonnes baraques pour plusieurs scènes. Ce qui signifie budget qui sera de 16 millions d'euros, putain! Ouais, c'est quand même pas mal à l'échelle française, hein. Donc, grâce à ces 16 millions d'euros, ça valait le coup. On va pouvoir donc avoir un certain casting. Et même sur place, on engagera des comédiens américains, dont certains un peu connus, on y reviendra. Pour le rôle de Jamel est d'abord envisagé Payet. Non, Manu Payet, mais il est pris sur un autre tournage et le rôle est réécrit et proposé à Jamel. D'autant que le réalisateur Frédéric Berth l'avait déjà dirigé, notamment dans H. Le film est donc tourné pendant un mois, d'août à septembre 2010. Il est aussi co-réalisé avec Pascal Sériès qui a co-écrit le film. Ça signifie donc en théorie une certaine continuité artistique. On peut penser que ça ne sera pas si mal et que, à qui je vais faire croire ça, allons-y. Et désolé, j'ai dû mettre beaucoup d'images fixes rapport au bot YouTube qui a été réglé de manière très sévère, ce qui, en passant, m'a bien gonflé. Donc, dans Hollywood, on suit la comédienne de doublage Jeanne Rinaldi, et si jamais c'est un hommage à Gérard Rinaldi, allez bien vous faire en... Et en fait, le film tourne pas mal autour du doublage. Ce serait peut-être l'occasion de faire revenir Mr. Fox, ça fait longtemps. Hey Hugo, tu voudrais pas faire la vidéo sur Hollywood avec moi? Va crever. Jeanne double donc Jennifer Marshall, actrice américaine, héroïne du série à succès. Elle fait donc partie des voix assez reconnaissables dans le domaine du doublage. Et très vite, on voit qu'elle est gonflée. En plein enregistrement, elle prend un coup de fil, soi-disant important, mais en fait pas du tout. Elle est méprisante avec ses collègues. Excuse-moi pour ta réplique, en même temps, bon, je pense que tu voulais la refaire. T'es quand même pas... Je crois, hein, je veux pas me... Mais bon, c'était pas... Voilà. Oh, toi, je sens que je vais t'adorer. Et je vous mets pas tout, hein. Et bizarrement, elle en oublie de se moquer de la perruque très discrète de Jérôme Commandeur. Alors, un personnage sans gêne à ce point, ça peut être marrant, mais sous certaines conditions, on en reparlera. Elle rentre chez elle en écoutant dans sa voiture... Cette force qui guide mes pas. Ophélie Winter, pourquoi pas? Enfin, si en fait, pourquoi? Elle s'éclate, mais s'arrête quand elle se rend compte qu'une autre femme est en train de la regarder. Alors oui, un personnage qui déconne tout seul et qui est gêné quand il se rend compte que quelqu'un le regarde, ça peut être rigolo, si on sait quand couper. Mais là, la scène s'étire pendant une minute pleine de malaise. Où l'autre automobiliste fait ça aussi. Oui, parfaitement. C'était une scène inutile. La scène suivante est une des rares qui ne soit pas trop mal parce que Jeanne va voir son agent joué par Muriel Robin et que, si on accepte le cas très particulier des Visiteurs 2, Muriel Robin est quand même une excellente actrice. C'est la seule qui a réussi à me faire souffler du nez dans ce film. Elle a un grand rôle, j'espère. Non, t'es pas intéressé, on n'est pas intéressé, personne n'est intéressé. Merde. Jeanne voit aussi son amie jouée par Sophie Mounico, autre survivante de H qui n'aura que 2 scènes. Elle lui dit ce qu'on sait déjà, donc scène inutile là encore, et on remarque surtout qu'elle, ses enfants et son mari sont tous antipathiques. En 8 minutes donc, à part peut-être un réceptionniste joué par Alex Lutz qui aura très peu de présence, on a donc introduit aucun personnage sympa. Le lendemain, Jeanne apprend que Jennifer Marshall va quitter la série, ce qui signifie qu'elle perd son job le plus lucratif. J'ai le droit de dire que c'est bien fait pour sa gueule ou Alors elle décide d'aller à Los Angeles pour convaincre l'actrice de ne pas renoncer à son rôle. Ouais, on sent déjà que le film repose sur un fil narratif pas mince du tout, quoi, hein. La voilà aux USA, et voyons voir la scène où on contrôle son identité. Good morning. Crevé.
Tired. Ah, super! Elle parle pas bien anglais, elle va donc nous faire du franglais durant les 1h25 qui restent. Chouette alors! Tenez, vous allez dire que je suis masochiste, ce qui est parfaitement juste. Mais revoici un extrait des deux papas et la maman. Non, don't listen, she's ma boule. No écoutez, no écoutez. Du franglais en gag en 96, et c'était clairement pas le premier film qui faisait ça. Donc imaginez comme c'était original en 2011, MDR du franglais. En plus, à l'époque où j'ai découvert ce film, j'avais vu peu de temps avant Connasse Princesse des Cœurs, dont 90% des gags reposent sur le franglais. Je peux vous dire que j'étais vacciné, hein. This one. Like in the expert. The expert. En anglais, c'est CSI les experts, elle comprendra pas. Enfin bon, si je commence, j'ai pas fini. La voilà en voiture, elle percute sans le vouloir la voiture de gars cool de LA. Do you know Matmut? Matmut? Do you know Chevalier Las Palais? Mais sans le vouloir, elle met de la musique. Ça doit être quelque part. Ok, donc je résume, en 15 minutes question chanson dans ce film, on a eu Ophélie Winter et Diams, ces chanteuses super chez Brand dont littéralement tout le monde se contre-branle aujourd'hui. Ah, et c'était déjà le cas en 2011, hein, n'essayez pas de leur sauver la mise comme ça. Pourtant, grâce à la boulette, elle s'en sort car... That's some good shit right there. Oui, le film essaie en plus de nous faire croire que ces mecs trouvent Diams cool. Ne faites pas redire ça, s'il vous plaît. La voilà qui visite la ville et croise le personnage de Fares. C'était Fares! C'était Pharaon! Joué par Jamel qui tente de se faire du blé tant bien que mal. Mais donc son principal but est d'aller rencontrer Jennifer Marshall. Elle se rend donc au studio. Why not take a shower with Pamela Anderson? But unfortunately, I'm not on the list! And neither are you! Voilà. Alors écoute-moi bien, Slumdog Millionnaire. D'accord, donc que je comprenne, on va faire chier les Simpsons avec Apu, mais ce personnage a un free pass. Elle se fait refouler, ça alors, puis va à l'hôtel où on assiste à une nouvelle scène de franglais, où elle apprend le prix de la chambre pour la nuit qui est trop cher pour elle. On lui conseille donc un hôtel plus modeste, le King Edward Hotel. Elle s'y rend et j'y croirais presque à l'incruste du néon. Ah, presque, ça se voit presque pas que c'est rajouté. On y fait la connaissance du réceptionniste qui aura quelques scènes. L'hôtel est vieillot, même carrément vétuste, hyper vide. Il sonne pour que le bagagiste vienne prendre les bagages de Jeanne. Et devinez le gag. Sérieux, devinez. Oui, le premier gag auquel vous pensez, c'est ça. Bon, voyons voir si vous avez deviné. C'est lui aussi le bagagiste, vous nous avez bien eu. Et ça ne me poserait pas autant de soucis s'il ne faisait pas traîner ça 25 secondes. Je confirme, le film a du mal à savoir quand il doit couper. Le lendemain, elle va à l'agence Goldman, qui s'occupe de Jennifer Marshall. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle agit normalement au début, avant même qu'elle ouvre la bouche, la réceptionniste a l'air saoulée. Je vais mettre ça sur le compte de l'intuition féminine. Bien joué, meuf. Elle est conduite, elle essaie de passer par autre part, mais les agents ne la laissent pas passer. La vache, ils ont du bon sens à LA. Jamel aussi essaie d'entrer parce qu'un mec à l'intérieur lui doit du pognon, mais il est arrêté par les gardes également. Because you're getting a lot of fucking plans about you. Surtout you. Ah oui, parce qu'un seul personnage qui parle franglais, c'était pas suffisant. Mais bon, pour entrer, ils se font tous deux passer pour des guides touristiques, et c'est là qu'ils apprennent un peu à faire connaissance. Et j'espère que leurs répliques dans la scène où ils font visiter sont des impros, parce que si quelqu'un a écrit ça, il mérite d'être viré. Pour enfin rencontrer l'agent de Jennifer Marshall, Jeanne va à une soirée de charité où il doit être présent, et cette fois parvient à entrer grâce à un des vigiles, qui fait partie du gang à qui elle a fait découvrir Diams la veille, et qui est toujours en plein trip avec cette chanson. C'est tout à fait crédible, c'est ce qui me plaît là-dedans. Fares aussi parvient à s'infiltrer, mais les deux ont du mal à voir la personne qu'ils doivent rencontrer. Péripéties, et voici Jeanne qui rencontre enfin Monsieur Goldman et... Robert Macchio. Non! I'm the top. Oh mec, ce film te mérite tellement pas. Oui, va-t'en pendant qu'il est temps. Donc après 40 minutes de film, Jeanne commence à désespérer, mais elle rencontre Jennifer Marshall par hasard aux toilettes. Elle engage la conversation car elle adore ses pompes. Elle veut les mêmes, mais Jeanne les a eues à Paris. Alors pour que Marshall ne la quitte pas, elle fait croire qu'elle travaille dans la mode, qu'elle connaît Jean-Paul Gaultier, etc. Et donc elle pourra facilement avoir les chaussures en question. Et Jamel s'incruste en se faisant passer pour son chauffeur parce que... Bref, elle ramène l'actrice chez elle en scred car elle veut échapper à son agent. Va-t'en, je te dis, Robert, pitié. Elle va jusque chez elle où elle apprend pourquoi Marshall a quitté la série à cause d'une rupture amoureuse. Le lendemain, Marshall la rappelle pour savoir si elle a les chaussures, c'est l'occasion de revenir auprès d'elle. Elles vont dans un endroit super fashion où elle rencontre Karl Lagerfeld. Ok, sérieux, ce film a beaucoup trop de monde qui ne le mérite pas. Jeanne, toujours dans son numéro d'imposture de célébrité de la mode, fait croire au culot à Jennifer qu'elle le connaît parfaitement. Et je réalise que je mets Fashion de David Bowie en fond parce que j'adore cette chanson, mais je suis plutôt en train de pisser sur son cercueil vu le film que je suis en train de traiter, alors je vais plutôt mettre quelque chose qui s'y est plus. Donc, elles commencent à passer du temps ensemble, chaque scène, Jeanne est plus culottée que dans la précédente, parfois c'est interrompu par Fares, toujours la recherche de son blé, on s'en fout, mais parlons-en maintenant du fait qu'elle soit chiante. C'est un problème de taille qu'elle soit une emmerdeuse. Alors, attention, c'est pas forcément un problème dans un film. Seulement, apparemment, plusieurs scénaristes stagiaires n'ont pas compris un truc que Francis Weber a pourtant parfaitement compris dès le début des années 70 en écrivant l'emmerdeur.
Alors on va faire un cours d'écriture pour les débiles. Ce que ce film, ou d'autres comme par exemple Le Baltringue, sorti l'année précédente d'Hollywood, et qui a manifestement cherché l'expression plus Jones qu'emmerdeur pour son titre, bref, ce que ces films n'ont pas compris, quand vous avez un personnage d'emmerdeur ou d'emmerdeuse qui a un grand rôle dans une comédie, la meilleure manière pour que le public le suive et se marre, c'est qu'il trouve l'emmerdeur attachant. Comme, au pif, Jacques Brel dans l'emmerdeur, Jacques Viguier dans l'idée de con. Ça doit être un emmerdeur pour les autres personnages, pas pour le spectateur. Si le spectateur a envie d'étrangler l'emmerdeur, ça ne marche pas. Enfin, c'est possible de déroger à cette règle, mais c'est hyper casse-gueule, donc ça demande beaucoup d'efforts et un bon dosage. Mais je n'ai pas l'impression qu'effort ait été le leitmotiv de ceux qui ont écrit ces films. Ici, le personnage de Jeanne perd son job, donc on pourrait compatir, on pourrait être derrière elle, mais depuis le début, on la présente comme quelqu'un de gonflant avec tout le monde. Et pareil, une fois aux USA, si elle était juste maladroite, mais non, on est au-delà de ça, elle agit vraiment comme une garce plus d'une fois. Donc non, je suis désolé, ça marche pas. Derrière, elle passe juste presque 1 heure à jouer avec les sentiments de Jennifer Marshall, qui se fait déjà entuber par à peu près tout son entourage. Marshall qu'on montre pourtant comme quelqu'un de sympa, sensible, intelligent, donc paye ton personnage principal que tu dois soutenir, quoi. Mais bon, allez, on a encore un gros tiers de film à se farcir. Elle appelle Fares, pourquoi au juste? Non, il faut que je rentre dans une soirée hyper select pour récupérer la cassette, la sextape de Jennifer Marshall. Ok, si tu veux, allez. Bon, en gros, à une époque, Jennifer et son ancien petit ami Mike ont fait une sextape juste pour eux, et après leur rupture, il a menacé de la dévoiler. Donc le but est qu'elle détruise la sextape en question pour Jennifer. Et ça s'arrange pas, parce que même à Fares, qu'on a vu être le même genre de filou sans scrupules, elle essaie toujours de faire croire que c'est pour Jennifer et non pas purement pour elle, dans l'espoir que la série reprenne. Fares essaie donc de rentrer en douce à la fête où se trouve Mike. Parce que vous comprenez, on n'avait pas encore eu assez de scènes où un personnage essaie de rentrer en douce quelque part. Mais... C'est quoi ce truc? Des liens! Oh putain, des liens! Pour garder une propriété privée. Mais allez, je vais accepter le fait qu'à LA, il y a des gens super friqués qui aient des délires particuliers. S'ils veulent avoir des yens pour garder leur baraque, allez, ok. Donc, comment s'en sort Jamel? Fais dodo, cola ma petite nienne. Une berceuse? Non mais... Quelqu'un a écrit cette scène? Sérieux, quelqu'un a ouvert son traitement de texte, écrit ça, et ensuite ça a été validé? Sérieux, Jamel entre dans une maison où des hyènes l'attendent et leur chante une berceuse pour les endormir, c'est du camoulox, c'est pas du tout une scène. La scène où Timon et Pumba font une danse hawaïenne pour distraire les hyènes dans le Roi Lion est limite plus sérieuse que ça. Et puis évidemment, la scène dure des plombs, un moment si drôle, faudrait pas que ce soit à ce moment-là que le film apprenne qu'il doit couper plus tôt. Bon, en l'occurrence, j'ai envie de dire la scène aurait dû être coupée totalement, mais bon, j'ai abandonné tout espoir, continuons. Jeanne a réussi à rentrer, elle parle à Mike, c'est lui là en photo, elle veut récupérer la sextape, sauf que il l'a revendue pour 50 000 $. Décidément, comme j'aime les personnages de ce film, ils sont tous si agréables, si sympathiques. C'est pas grave, tu lui rends ses 50 000 $ et puis tu récupères la cassette. Je les ai plus quand on laisse. Jeanne. Les jours suivants, Jeanne continue à manipuler Jennifer. Le temps passant, malgré la sympathie que m'inspire le personnage, je commence à me dire qu'elle devrait commencer à voir comme Jeanne est faux cul, parce que je vous passe le nombre de fois où dans cette seule scène, je ne vois pas comment quiconque pourrait croire un mot de ce qu'elle raconte. Thank you, Pamela. Thanks, Pamela. Bref, il organise une rencontre et dirige Mike pour qu'il lui joue un numéro déploré sur leur rupture, et ça marche. Donc on est d'accord, hein, notre héroïne vient de pousser Jennifer dans les bras d'un mec qui a rendu une sextape d'elle. LOL, la salope. Un des jobs de Florence Foresti à l'écriture, c'était apparemment d'apporter une sensibilité féminine. Eh ben putain, ça valait le coup, et... Non, essayez même pas de mettre une scène où Jamel et Florence sympathisent. Oui, je sais que leurs personnages ont des noms, mais le film fait aucun effort, alors je vais pas en faire non plus. Bref, inutile d'essayer de les rendre sympathiques. C'est des connards, c'est des connards. Donc, je vous passe quelques scènes malaisantes. Foresti a fait croire à Jennifer que la sextape était détruite, Jennifer qui est revenue avec Mike et va reprendre la série, donc le but de Foresti est atteint, elle va pouvoir rentrer en France. Elle retourne une dernière fois chez Jennifer, mais là, elle voit que Mike trompe Jennifer avec la bonne. Et là, elle réalise donc que tout ce qu'elle a fait, c'est mal. Bah oui, parce qu'avant, tout ce qu'il avait fait, c'était de vendre une sextape de sa copine qui pouvait simplement être vue par la moitié de la planète. Et ça va, qu'il a jamais fait. Mais qu'il ose coucher avec la bonne, là, il va trop loin. À peu près au même moment, grâce au Todd, Jennifer réalise que Foresti a mené en bateau, qu'elle ne travaille pas dans la mode, etc. Et elle la vire, merci bien. Elle va quand même rentrer en France avec Jamel, mais on leur tire dessus. Il se trouve que pour Foresti, Jamel a réussi à voler la sextape, et donc le type qu'il avait n'est pas content. On remarquera qu'il lui échappe comme ça. Arrête-toi là. Moi aussi, ils viendront pas nous chercher. Ah bah oui, pensez, vous allez tourner à droite, c'est infaillible, comment ils vous retrouveraient? Il se retrouve en tôle après avoir fait tomber la lettre D d'Hollywood. On a des scènes en prison qui sont encore beaucoup trop longues. It's just a D, you know. Hollywood, bad. Now, Hollywood. Ferme ta gueule. Mais tout est bien qui finit bien. Jennifer a payé la caution de Foresti parce qu'elle a reçu l'enveloppe avec la sextape. Et puis elle a réalisé qui était Mike, donc elle la pardonne, blablabla, c'est cliché, c'est convenu, tout ça.
Jeanne peut rentrer à Paris, désormais Jennifer fera des films. Et là... attendez... Mais je connais cette scène, c'est... Ah ouais, d'accord, donc aucune race, quoi. On peut pomper la fin du bal des casse-pieds, ça va. Tout m'afflige et me fout le seum. Parce que oui, nos deux héros sont censés tomber amoureux. Il doit y avoir plus d'alchimie entre Chandler et Phoebe dans cette scène de Friends qu'entre Forestier et Jamel. Ils ont dit avoir eu du mal à tourner ces scènes car ils n'étaient pas à l'aise, et je veux bien le croire. Et ça finit comme ça, avec ce plan totalement random, et une chanson beaucoup trop sérieuse pour cette scène à la con. Surtout que je parlais de Scrubs tout à l'heure, et ceux qui connaissent bien, ça doit leur faire penser à une des meilleures scènes de la série qui la contient cette chanson, ce qui démultiplie l'insulte qui fait ce film. Ah, et plus tôt dans le film, Jamel écoutait la chanson reggae Pass the Dutchie. Et pour faire rester les gens, ils nous font le coup de mettre une scène durant le générique, en l'occurrence où les personnages du film dansent sur cette chanson. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Raqués pour les droits d'une chanson connue, mais qui font que les gens vont peut-être effectivement rester pendant les crédits, mais juste parce que la chanson est sympa, et non pas parce qu'ils ont quoi que ce soit à foutre de ce qu'on leur montre. Je fais que supposer, mais peut-être qu'ils ont pensé que si les gens partaient sur une bonne impression, ils éviteraient un bouche à oreille désastreux, je sais pas. Mais bon, je vais même pas vous faire de synthèse finale, car je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que vous avez compris que c'est pourri. 4 scénaristes et 2 réalisateurs, ça n'a pas aidé à multiplier la poilade, hein, ou si c'est le cas, c'est effrayant sur ce qu'était le scénar à la base. Heureusement, Florence Foresti retiendra la leçon et ne jouera plus jamais une telle conne... Ah, merde, c'est vrai. Et donc Hollywood débarque en France le 7 décembre 2011, ce qui signifie donc qu'il y a eu 15 mois de post-production, ce qui me fait me demander ce qu'ils ont bien pu foutre pendant autant de temps pour un résultat si triste, alors que des grosses machines hollywoodiennes ont souvent moins de temps que ça, malgré 2000 plans à effets spéciaux à se farcir. Du reste, c'est de notoriété publique que les distributeurs ont refusé certains journalistes à la Projo-Presse, ce qui est toujours un très bon signe. Certains me diront « Ouais, mais il y a des critiques qui descendront toujours les comédies françaises, mais pour celles-ci, ils l'ont un peu cherché quand même. » Il faut croire qu'une éventuelle affaire qui s'ébruiterait des journalistes refusaient la Projo-Presse. Ça a été considéré comme un risque acceptable à prendre comparé aux critiques que ces journalistes auraient fait s'ils avaient vu le film, et qui auraient vraisemblablement été incendiaires. Manifestement, les distributeurs ont eu raison, car le film a fait 2,3 millions d'entrées. Et oui, règle importante, toujours sous-estimer le spectateur de base, car ça peut rapporter beaucoup de pognon. Ces gens sont des héros. Va cordialement niquer ta mère. Là, on est sur une autre ambiance.